bonjour. Bonjour. Moi, je suis Alice Thioui, vice-président en charge de la santé publique à l'ANEP, donc l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France. Et aujourd'hui, on se retrouve pour notre deuxième podcast qui sera axé sur le cancer du sein. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'une invitée très spéciale. Je te remercie d'avance avant que tu te présentes. Merci. Donc, je suis Sophie Hoffman, créatrice du podcast My Boob Story, le journal optimiste de mon cancer du sein. Alors du coup, tu es ici. Je t'ai invitée sur le podcast. D'ailleurs, merci d'avoir répondu présente, puisque tu as une histoire à raconter, que tu as déjà racontée en plus sur ton podcast My Boob Story. Donc, je sais pas si tu veux qu'on commence par comment tu as peut-être appris ton cancer, du coup. Ouais, ok. Je te laisse... Ouais. Comment a débuté l'histoire, en fait. Ça, parce que c'est ça, exactement. à la base du podcast. Alors, donc, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai eu une mutation sur un de mes gènes. C'est le gène BRCA1, qui a été rendu connu par Angelina Jolie, qu'on avait parlé il y a une dizaine d'années. En fait, on a toutes et tous ce gène en nous, et chez certaines personnes, il est muté. Donc, c'est-à-dire qu'il est comme abîmé, et il va, quand un cancer se développe au niveau des seins ou des ovaires, chez certaines personnes, il peut être réparé, en fait, et chez les personnes qui ont cette mutation génétique, on n'a pas les armes pour réparer quand il y a un cancer qui se développe. Donc, pour parer à ça, on a un suivi très précis, c'est-à-dire qu'on est vraiment surveillé comme le lait sur le feu, ce qui était mon cas à partir de 30 ans, par IRM, mammographie et échographie mammaire, pour en fait repérer une anomalie éventuelle au début de sa formation. Et c'est ce qui s'est passé pour moi à 34 ans. Donc c'était le 5e contrôle que je faisais. J'avais commencé tout juste avant 30 ans. On a repéré à l'IRM une anomalie qui a été confirmée par la mammographie et l'échographie. C'est vraiment des examens différents que peut-être les étudiants en pharmacie connaissent quand même, qui permettent de confirmer en fait quand on a eu un doute sur quelque chose. Et là, ça a confirmé donc qu'il y avait un cancer du sein. Oui, donc tu as eu un dépistage assez tôt, du coup. Très tôt, ouais. Très tôt, parce que ce dépistage se faisait tous les ans, ce qui est très resserré en fait. Et on sait qu'en septembre 2019, quand j'ai fait mes examens, il n'y avait rien, et qu'en septembre 2020, il y avait un cancer débutant, parce qu'on était sur une tumeur de 8 mm, donc c'est une petite tumeur, mais avec un potentiel très agressif pour la suite. Donc on arrivait vraiment au bon moment. Ok. Et tu faisais ce dépistage chaque année, du coup? Chaque année. Et j'ai failli louper le coche. J'ai appelé parce qu'on était quand même post-confinement, post-Covid. Et en fait, j'étais dans un parcours de PMA avec mon conjoint. Et du coup, on allait... Donc, ça faisait 1 an qu'on était dans ce parcours-là, que ça n'avait pas fonctionné. Et là, on allait se relancer avec un autre centre. Et je me suis dit, il faut absolument que je leur montre des mammographies clean pour qu'on puisse repartir du bon pied. Et donc, j'ai appelé... Moi, je suis suivie à l'Institut Curie de Saint-Cloud. Et je les ai appelés pour dire, j'ai pas de rendez-vous noté, vu que j'étais un peu sortie du parcours, vu que j'en étais dans un autre. Et on m'a dit, oui, il faut absolument que vous fassiez ces examens, on vous trouve une place, quoi. Et okay. Heureusement. Au moment, du coup, tu l'as appris, est-ce que tu peux peut-être nous dire comment tu t'es sentie? Parce que c'est quand même, là, on remet tout peut-être en question. Ouais, c'est vraiment... Il y a plusieurs moments difficiles. Je pense déjà quand on s'attarde à la mammographie, là, on se dit, qu'est-ce qui se passe en fait? Enfin, il y a un truc. En plus, mon conjoint m'attendait dans la salle d'attente. Enfin, j'avais pas mon téléphone, donc je pouvais pas lui dire, il se passe un truc, mais je sais pas quoi. C'était hyper anxiogène. Et après, on m'a dit, il y a quelque chose, il faut faire une biopsie, donc analyser ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, on fait, ok, bon. Et en fait, j'y croyais pas. Je me disais, ça va être... J'avais déjà eu ce qui s'appelle un faux positif. Donc, en fait, on remarque quelque chose, on se dit peut-être que c'est à surveiller. Et en fait, c'était rien du tout. Ça peut être hormonal ou il se passe plein de choses, en fait, dans les seins. Et donc là, pour moi, c'était ça. Enfin, c'est un faux positif encore. Et donc après, il y a eu la biopsie. Ensuite, il faut attendre. Et ça, cette attente, elle est vraiment difficile parce que on sait pas, en fait. On sait qu'il y a un truc, mais on sait pas quoi. C'était combien de temps, l'attente? C'était 10 jours.
Ah ouais. C'est énorme. Enfin, franchement, c'est énorme. Et j'avais dit une fois à un médecin, je crois que ce serait bien d'avoir comme les colis, d'avoir les étapes en fait, de savoir si, voilà, là on en est à étudier au microscope, là on en est à tel moment, d'avoir les différentes étapes, parce que c'est vrai que pour nous c'est très abstrait. Voilà, on est suspendu à ça, quoi. Et après, j'ai eu donc un rendez-vous avec une chirurgienne. Et donc, je suis arrivée dans le cabinet et là, c'était horrible. L'attente d'avant, enfin, vraiment, c'était... Je me disais, mais qu'est-ce qu'on va m'annoncer? Enfin, c'était vraiment, l'attente, elle était insupportable au moment d'être à quelques minutes, en fait, de voir la chirurgienne. Parce que tu as déjà eu, du coup, un faux positif. Ouais, et puis parce que je savais que j'avais eu, en fait, ma gynécologue de Curie au téléphone. D'accord. Parce qu'en fait, on m'avait dit, vous avez rendez-vous avec une chirurgienne. Et j'avais dit, mais je comprends pas, pourquoi j'ai rendez-vous avec une chirurgienne? Est-ce que tu as senti qu'il y avait un truc qui allait pas? Je me suis dit, je comprenais pas, en fait. D'accord. Donc, j'ai appelé, j'ai dit, mais pourquoi c'est pas ma gynécologue que je vois? Et on m'a dit, ça fait partie du protocole, c'est comme ça que ça se passe. Ok, bon, d'accord, très bien. Mais c'était quelqu'un que je ne connaissais pas, en fait, avec qui j'avais rendez-vous. Donc ça, c'était assez déstabilisant, en fait. Et donc, on s'est assis. Donc, en plus, on était, on est en septembre 2020. Donc, on est en plein protocole Covid, les masques. Et j'avais quand même pu venir avec Damien, mon conjoint, qui heureusement était avec moi dans la pièce. Et donc, elle m'a dit tout de suite, il y a un cancer du sein de petite taille. Il va falloir qu'on s'en occupe. D'accord. Donc là, à partir de là, c'était... Là, je sais pas, je me rappelle même plus, en fait. Il y a une partie de nous qui déconnecte, je pense. Et elle m'a dit, donc on va faire une opération, il y aura de la chimiothérapie, de la radiothérapie. Et là, on entend les mots qu'on ne veut jamais entendre de sa vie, en fait. Et on se dit, c'est pas possible. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Il se passe quoi? Mais est-ce que les médecins, parce que je suppose que tu as discuté avec beaucoup de médecins, chirurgiens, infirmiers, aussi peut-être des pharmaciens d'hôpital, pardon. Mais est-ce qu'on t'a expliqué tous les mots qui te disaient radiothérapie, en quoi ça consistait? Est-ce qu'on t'a... non, je crois pas. Pas dans un premier temps. Ok. Pas après. Au moment de l'annonce. Après, c'est vrai qu'il y a énormément d'informations d'un coup. C'est assez incroyable. T'as même pas le temps de réfléchir. T'as même pas le temps de réfléchir, de comprendre. Et en fait, heureusement, et ça vraiment, il faut tout le temps être accompagné, et je le dis tout le temps, n'allez pas au rendez-vous seul, parce qu'il y a une partie de vous qui va... Même si c'est pour une bonne nouvelle, en fait, on déconnecte, en fait. Il y a quelque chose on peut pas être concentré, et il y a des choses que Damien a entendues que je n'ai pas entendues, en fait. Ok. Et donc Damien est resté très focus parce qu'il se trouve que lui aussi a eu un cancer de la lymphe à 19 ans. Donc en fait, il avait cette expérience et il connaissait ces mots-là. Donc il est resté très focus. Vraiment comme si c'était ok, d'accord, il va se passer ça. Et en fait, comme j'avais entamé un processus pour faire un master de journalisme, il est resté là-dessus en fait. Et donc c'est la première question qu'il a posée à la chirurgienne, c'est en gros, je schématise un peu, mais ok, donc chimio, radio, mais du coup la formation de journaliste, ça c'est bon, elle peut le faire. Peut continuer sa vie. Elle a un peu tiqué et elle a fait ça dépend, c'est où? C'est dans le coin. Ok, oui, non, il y a pas de souci. Mais moi, de mon côté, on m'a parlé tout de suite de mastectomie, même si c'était petit, comme il y avait un gros risque en fait. Voilà, l'idée c'était vraiment d'éloigner le risque le plus possible. Et là, vraiment, elle m'a dit ça. Je lui ai dit, c'est trop, je ne peux pas. Je peux pas là, je peux pas. Et je suis ressortie du cabinet. Je lui ai dit non, en fait, pas de mastectomie là. Et donc on en a discuté avec Damien le soir. Et comme quoi, il faut aussi du temps, un minimum de temps pour se poser. Et on a discuté tous les deux et on s'est dit bon, c'est la meilleure solution. Donc tant qu'à faire, on y va. Après, je sais pas quelle est la meilleure solution parce que chaque expérience est différente, je pense. Moi, j'ai apprécié le fait que ce soit cash en fait. C'est il y a ça, on va faire ça, ça, ça. Après, c'est lourd, mais en même temps, est-ce qu'on peut bien l'annoncer? Est-ce que l'annoncer en disant bon, alors, voilà. Enfin voilà, de toute façon, c'est quelque chose qui est difficile, donc autant y aller quoi. Mais je souligne le fait que tu as parlé de l'accompagnement dans le parcours de soins qui est quand même hyper important au niveau mental aussi. Parce que si je me trompe pas, c'est ton compagnon qui t'a poussé à faire ton podcast. Oui, tout à fait. Ouais. Donc peut-être que sans lui, tu n'aurais pas fait Voilà, il a mis l'étincelle, quoi. Voilà, il a émis l'idée. Ouais. Donc c'est hyper important. Est-ce que c'était ton moyen, est-ce que tu l'as vu de cette manière-là, de libérer la parole, de parler de ton expérience
au moment, à l'instant T? Est-ce que ça t'a permis de mieux digérer, toi, de ton côté, ton parcours dans le combat? Pourquoi t'as voulu faire ce podcast? Qu'est-ce qui t'a poussé à écouter ton compagnon? Je pense que il y a plusieurs choses. Il y a l'envie et le besoin d'être utile, en fait, de se dire, il m'arrive pas ça pour rien, donc il faut que j'en fasse quelque chose. Et après, c'est vrai que c'était vraiment le premier confident, en fait. Comme j'ai tout enregistré sur mon téléphone, à chaque fois qu'il y avait un truc, je prenais mon téléphone et j'enregistrais, bon, alors, ouais, là, en plus, machin. c'est drôle parce qu'on entend le bruit de l'enregistrement. Voilà, c'est ça. Donc là, le 3 octobre, ouais. Ouais, c'est vraiment un journal intime audio. Et en fait, je me confiais à mon téléphone avant d'appeler parfois Damien, ou dans des moments où j'étais dans des salles d'attente, par exemple. Parce que, je sais pas, il y avait ce besoin de poser ça quelque part, je pense, et de documenter. Je pense que le côté journaliste est un peu en moi, et de se dire, il faut, en plus, j'ai d'être sur le terrain, c'est-à-dire d'expliquer les choses au moment où elles se passent. Ça, c'est après ma formation de radio aussi qui est ressortie. Donc, il y a plusieurs choses, en fait, qui ont coïncidé dans ce podcast. Ça m'a fait évoluer professionnellement, en fait. Ça, c'est ça qui est assez curieux, en fait, à noter. J'avais déjà fait un podcast sur l'amitié qui s'appelle âme sœur, donc un petit podcast aussi en indépendante. Et c'est vrai que le point de départ de My Boob Story, c'est que je prenais mon téléphone pour enregistrer comme des post-it vocaux pour des examens, par exemple, de me rappeler de faire telle ou telle chose. Et Damien m'a dit, mais enregistre ce qui va se passer. Donc lui, il est cinéaste, donc c'est plutôt le cinéma, la vidéo. Mais il a quand même ce truc de se dire, il faut marquer peut-être une expérience particulière, mais il m'a dit, tu sais faire et ça va servir à d'autres, en fait. Et je me suis dit, c'est vrai que je vais essayer, et donc j'ai tout enregistré, en fait, au moment où ça se passait, mais j'ai repris mes notes vocales 1 an après. Donc, en fait, j'avais besoin de vivre, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui ont des maladies ou qui expliquent en temps réel ce qu'elles vivent. Je pense que ça peut être aussi une grande aide d'avoir l'écho des personnes en face de sa communauté et tout. Mais on est aussi un peu redevable d'expliquer ce qui se passe au moment où ça se passe. Et moi, j'avais besoin de vivre les choses pour moi, dans mon temps, avec, je disais, il y a des choses que j'ai pas dit à ma famille, par exemple, des détails de rendez-vous, parce que des fois, je me dis, ils vont pas suivre, en fait. Le jour où tu as sorti. Qu'ils ont écouté, ou alors que j'ai pas mis, en fait. D'accord. Il y a eu du tri, quand même. Il y a beaucoup d'épisodes, mais il y a du tri. Parce que le format, il est quand même très naturel. Enfin, on dirait qu'on est avec toi. Tu nous parles, tu nous parles une note vocale. J'ai beaucoup aimé le. Mais c'est comme si j'appelais une copine, ou c'était l'idée de livrer sur le moment un ressenti, une expérience particulière, quoi. Oui. Il y avait aussi un point que je voulais vachement aborder. Du coup, tu en as parlé, ta mastectomie. Oui. Tout ce que même tu as fait, la chimiothérapie aussi. Donc, nous expliquer un peu ton parcours de soins dans ton cancer. Donc, première étape, c'était le dépistage. Première étape. Et ensuite, tu as dû faire une mastectomie. Mastectomie, c'est horrible comme mot, mais oui. Le mot, j'ai du mal à le prononcer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, quoi ça consiste, comment après tu l'as vécu après? Ouais. Donc on m'a dit, donc même si la tumeur faisait 8 mm, on m'a dit il vaut mieux faire une mastectomie, donc ablation totale de la glande mammaire avec conservation de la peau, donc de l'enveloppe du sein, c'est-à-dire et une reconstruction immédiate par prothèse. Donc la chirurgienne m'a dit vous allez vous endormir avec un sein, vous allez vous réveiller avec un sein. Et c'est vrai que ça m'a un peu marquée. Et rassurée d'un côté. Alors ça correspond pas à toutes les femmes, mais moi je m'y retrouvais quand même là-dedans. Et donc on retire toute la glande mammaire et on est venu dans mon cas mettre une prothèse sous le muscle pectoral. Alors ça dépend, parfois il est mis au-dessus, mais moi j'avais la peau trop fine, donc en fait on pouvait pas mettre au-dessus. Et donc pour le sein droit, donc qui était touché par le cancer, on est passé par l'aréole mammaire. On peut aussi passer en dessous, mais c'était une technique
de ma chirurgienne à ce moment-là. Donc j'ai conservé le mamelon en fait, donc j'ai conservé toute l'enveloppe externe du sein et on est venu donc mettre une prothèse et prélever des ganglions sentinelles pour les analyser et voir si ils étaient atteints. Ce qui n'était pas le cas, mais ce qui peut arriver et qui n'est pas forcément un signe de mauvais pronostic. Et donc ça, c'était la première étape. Comment je l'ai vécu j'ai pas eu le choc d'être à plat. Je pense que ça, je l'aurais hyper mal vécu. J'étais très rassurée d'avoir cette reconstruction immédiate. Je pense que vraiment, ça me correspondait. Mais je pense que beaucoup de gens ont le cliché après l'opération du sein, la poitrine plate avec la grosse cicatrice. Ouais, voilà. Alors qu'il y a une alternative quand même. De plus en plus. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a très souvent la reconstruction est possible, mais elle est pas tout le temps proposée, elle est pas tout le temps faite par les chirurgiens. Malheureusement, c'est assez inégal en fait en France. Moi, évidemment, j'ai eu la chance d'être prise en charge dans un centre d'excellence, l'Institut Curie. C'est le cas aussi à Gustave Roussy. Quand on est malheureusement dans une campagne un petit peu éloignée, le fait est qu'on n'a pas accès à... C'est pas aussi simple. Donc ça, c'est vraiment regrettable, mais c'est une réalité. En fait, c'est assez bizarre, mais j'ai dit au revoir en fait au sein que j'avais. J'avais vraiment en tête d'accueillir cette nouvelle poitrine pour... je sais pas, pour que ce soit vécu le mieux possible. Que tu acceptes peut-être plus. En fait, j'étais déjà dans ma tête dans l'acceptation de ça, parce qu'en fait, il y a quand même derrière que mon ancienne poitrine, c'était une poitrine qui était dangereuse. Et donc, je me suis dit, cette poitrine-là, elle va... c'est bon, elle est safe, en fait. Donc, je vais l'accueillir et merci aux prothèses d'exister. Non, mais c'est vrai, on a une idée, on a une image très... mais moi aussi, j'avais cette image un peu bizarre des prothèses. J'étais là, oh là là, c'est un corps étranger et tout. Alors oui, c'est un corps étranger, mais welcome, quoi. Ouais. Parce que franchement, Puis la reconstruction, elle est bien faite. Après, j'ai eu de la radiothérapie, donc c'est un petit peu abîmé. Mais cette première étape de mastectomie, je l'ai pas tellement mal vécu parce que derrière, il y avait... c'est une chance, voilà. C'est finalement une chance qu'on me retire ce sein malade, en fait, qui doit pas rester dans mon corps. Et après, du coup, entre la mastectomie et la chimiothérapie. Chimiothérapie. Donc, entre ces deux étapes, il y a eu combien de temps Alors, il y a eu, je dirais, 3 semaines à peu près. D'accord. Oui, ça s'enchaîne quand même. Ça s'est enchaîné hyper vite. J'ai été vraiment diagnostiquée le 14 septembre. J'ai été opérée le 2 octobre. Donc 15 jours plus tard, et j'ai commencé la chimio début novembre. Ça a été retardé parce que en fait la cicatrisation n'était pas optimale, et en fait la chimiothérapie n'arrange pas la cicatrisation, donc on a attendu 1 semaine de plus. Ce qui fait qu'il y a eu un peu un faux départ où j'étais méga prête, hyper, j'étais vraiment comme dans des starting blocks, prête à faire une course d'endurance. C'est parti, on est lancé. Et en fait, on m'a dit non, on va attendre et tout. Donc, c'est un peu... Et après, il faut y retourner. C'est toute une préparation psychologique aussi. Oui. Et donc, la chimiothérapie, j'ai eu 2 séquences différentes. J'ai eu 4 cures de AC et 12 Taxol. Donc, les cures d'AC, c'était espacé de 15 jours. Et le Taxol, c'était toutes les semaines sur 12 semaines. Ok. C'est c'est assez classique. Ouais, est-ce qu'il y a, pareil, toujours comme le cliché de la chimiothérapie, des effets au niveau du corps, peut-être, si t'as vu des effets au bout de combien de temps? Ouais, que ce soit physique, moral, tout ça. Moi, on m'avait dit, il se passe rien pendant la perfusion. Donc dans ma tête, il se passait rien dans la perfusion et il s'est rien passé pendant la perfusion. En fait, je pense que c'est vraiment aussi, il y a parfois des réactions par anticipation. Je sais pas si vous en parlez de temps en temps, mais il y a des nausées d'anticipation. Et donc on m'avait dit, il y a toute une liste à Curie d'effets secondaires possibles. Voilà, j'ai regardé comme ça, on m'a expliqué, mais on m'a dit, c'est aussi en fonction de chacun. Et ça, je pense que c'est vraiment un message à passer. Moi, j'explique pas en fait mes effets secondaires. Ceux qu'on connaît comme la perte des cheveux, par exemple, mais je vais pas dans le détail parce qu'en fait c'est vraiment chacun et ça sert à rien de stresser quelqu'un. Après, ce qui est vrai, c'est que je n'ai pas eu une seule nausée.
et un seul vomissement. Je pense que je suis extrêmement chanceuse de ce côté-là. J'avais aussi des médicaments en fait pour empêcher ça. Oubliez le nom, mais en fait à la base c'est un neuroleptique. Donc que je devais prendre la veille, le matin et le soir. Donc je devais prendre le Emend, merci Emend, qui donc casse, a un effet dans le cerveau qui casse les nausées et vous en saurez plus que moi. Et à ce niveau-là. Et après je suis assez sensible des intestins et ça a été difficile de ce côté-là, des gros maux de ventre et tout. Est-ce qu'on t'a expliqué le médicament, dans les détails, Non, on m'a juste dit à quoi ça servait et c'est tout. Après moi comme j'aime bien comprendre, je suis pas trop si je suis allée trop creuser, mais quand on m'a dit c'est un neuroleptique à la base et on s'est rendu compte que ça faisait que c'était aussi efficace contre les nausées, j'ai fait trop marrant. Voilà, c'est tout. Mais il y avait un suivi de la prise de médicaments, vous l'avez bien pris? Oui, voilà, oui, c'est ça clairement quand on arrive. Et d'ailleurs le jour où je devais faire la chimio, je l'avais pris en fait. Et comme j'ai pas eu la chimio, j'étais là, mais il manque du coup un médicament et tout. Et c'est vrai que ça a un effet un peu, ça casse un peu la tête en fait. Je pense que ça doit avoir, parce que c'est quand même des médicaments très forts. Et avant la chimiothérapie aussi, j'avais en perfusion de la cortisone, des antihistaminiques. Une réaction allergique. J'avais fait une réaction au niveau... Ah oui, ça c'était aussi un moment très désagréable. En fait, j'ai la peau sensible. Et au bloc, j'ai dû avoir des scotch un peu partout, notamment au niveau du cou. Et en fait, je pense qu'ils les ont arrachés de façon brutale, mais comme ils doivent faire. Et j'ai fait une allergie au niveau du cou, mais c'était vraiment... donc ça, c'était juste après l'opération. Et c'était tellement désagréable. Et donc, je suis allée aux urgences dermato. Donc, il faut savoir qu'il existe des urgences dermato. Et j'ai eu une crème à la cortisone et ça s'est réglé. Je veux dire... Et t'avais pas pensé à aller voir le pharmacien du coin Non, parce qu'en fait, on est tellement dans un cadre médical un protocole bien hôpital. On se dit, et puis je pense qu'on m'aurait renvoyé vers un médecin, sachant, je pense. Mais en plus, c'est des crèmes qui sont sur ordonnance. Donc, il fallait une prescription. Oui, mais on aurait pu te conseiller. Orienter. Oui. Ouais. Et du coup, après donc ça a duré combien de temps la chimiothérapie? La chimiothérapie, ça a duré 6 mois en gros. Ouais. En long. moyenne, c'est long quand même. C'est très long. Oui. Mais bon, en fait, c'est 4 séances espacées de 15 jours, donc on est déjà sur 2 mois. Oui. Et ensuite, on est sur 12 semaines. Donc après, avec des petits écarts de temps en temps. Ok. Et après la chimio, du coup? Et après la chimio, donc il y avait la radiothérapie, donc pour agir au niveau local. Et ça a duré longtemps aussi. C'était 25 séances et c'était tous les jours. Donc pendant 5 semaines. Donc en fait, en gros, je me suis fait opérer au mois d'octobre et j'ai terminé mes traitements mi-juin. Ouais, ok, ouais. Donc ça fait 9 mois. 9 mois de traitement. 9 mois, mais je vais rebondir sur les 9 mois. Bravo. Dans ton podcast, tu as parlé de ton envie d'avoir de faire des enfants, et notamment la ponction de tes ovules. Il y a eu un protocole très strict. J'ai pu entendre, il y avait des prises de sang à faire, des injections d'hormones. Ouais. Pour quelle raison tu as voulu le faire à ce moment-là? En fait, moi j'étais donc déjà dans un parcours de PMA parce que Damien avait eu de la chimio aussi à 19 ans, donc infertilité, donc paillettes congelées. Et en fait, moi, j'avais pas une super grande réserve ovocytaire de base. J'avais eu 3 ponctions et en fait, je faisais 3-4 ovocytes, ce qui est vraiment pas beaucoup en fait. Okay. Et donc, il y a eu ça aussi pendant l'annonce du cancer. C'est-à-dire qu'on m'a dit, ah oui, et donc il y a mastectomie, chimiothérapie, radiothérapie. On m'avait parlé d'hormonothérapie à la base parce qu'on savait pas c'était pas encore très déterminé, mais mon cancer n'était pas hormonal en fait. Et aussi, il faut préserver votre fertilité parce que la chimio en fait a des risques de toucher cette partie-là, vu que ça cible les cellules qui se reproduisent vite. Du coup, les ovocytes, ça se reproduit très vite. Mais j'étais contente parce que je connaissais en fait ce domaine-là. Je connaissais par cœur en fait. Je savais exactement. T'avais déjà commencé avant.
Je savais exactement comment ça allait se passer et j'ai tout de suite pensé aux femmes à qui ça arrive et qui ne connaissent rien de ce parcours. Mais j'ai pas commencé le podcast à ce moment-là, déjà parce que fallait suivre. Enfin, quand je disais tout à l'heure que ma famille était pas au courant de tous ces rendez-vous, ils ont pas suivi. Je leur disais pas en fait, ce matin je vais parce que je reprends l'ordre. Oui. Donc on m'a dit il faut faire une préservation de la fertilité, donc il faut ponctionner les ovocytes pour les congeler. Et à partir de là, il faut avoir une stimulation hormonale pour essayer de faire pousser vraiment les ovocytes parce que normalement on en sort un par mois. Et là l'idée c'est d'en avoir plusieurs en même temps. Donc pour ça on a des piqûres d'hormones, mais moi on autorisait ces piqûres que avant l'opération. Ok. Donc j'avais 15 jours en fait de délai. Ils voulaient pas me faire courir le moindre risque d'augmenter le cancer. Oui, parce que ton traitement anticancéreux, ça bloquait aussi l'œstrogène. Je sais pas, parce que en fait moi ça a été un cancer triple négatif. Il n'était pas dépendant d'hormones. Ouais, ok. Donc tu avais parlé d'inhibiteurs de je sais plus quelle molécule. Un inhibiteur et ça inhibait le développement des œstrogènes. Ah oui, c'est vrai. On voit l'oreille attentive. J'avais complètement zappé. Ouais, donc ça m'avait interpellé aussi parce que oui, c'est vrai. Deux traitements qui se font pas ensemble. En fait, parce que dans ma tête, en fait, avant l'opération, je ne savais pas que mon cancer n'était pas hormonal. D'accord. Donc on m'avait dit il est à 15%, je sais pas quoi, d'hormones. Donc je me disais si on m'injecte des hormones, ça le fait grossir. En gros, ça le nourrit. Le cancer, et en même temps on me donne des anti-hormones. Ah oui, parce qu'il m'avait donné un médicament, c'est ça. C'était je sais plus comment ça s'appelle. En fait c'était de l'hormonothérapie, je crois, en des cachets. Et d'ailleurs après ils se sont vite rendu compte que c'était pas hormonal. En fait on m'a dit mais pourquoi vous avez donné ça. Enfin bon, c'était et donc je me disais c'est bizarre de m'injecter des hormones pour faire pousser des ovocytes et de l'autre côté d'avaler des anti-hormones pour empêcher le cancer de grandir. C'était très bizarre. Ouais, donc au final, la ponction d'ovocytes. Et au final, j'ai fait cette ponction d'ovocytes. Ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé, ouais. En plus, j'avais changé de centre, du coup. Donc ça a été. Après, c'est pas super, hein. Les ponctions d'ovocytes, c'est difficile. Mais il faudrait faire un autre podcast dessus. Et donc, j'ai fait cette ponction avant l'opération et j'en ai fait une autre. Ah oui, j'en ai fait une autre après l'opération. Okay. C'est-à-dire que, je me suis fait opérer le vendredi et le mercredi, j'avais rendez-vous. Donc, opéré d'une mastectomie, quand même. C'est quand même le truc. Quoi. Et je me rappelle, j'étais dans le cabinet donc de la PMA. J'étais là, ok, donc oui. Alors, comme moi, en fait, mon objectif quand même avant ce cancer, c'était notre projet parental. Il y avait quelque chose de réconfortant d'être en plus Damien, positif à l'extrême. Il me disait mais non, mais c'est bien comme ça, notre projet il avance en fait. Il avance plus vite. Et ça c'est important que les gens le sachent parce que c'est pas, certes il y a le combat du cancer, mais on peut quand même avoir des projets de vie et c'est vrai qu'il y a tout ce culte de cancer et toute la vie, tous ces projets de vie, tout son parcours s'écroule alors que non, il y a des alternatives, on peut prévoir et tout. On peut faire des choses, après ça reste quand même difficile et risqué parce que quand on a des ovocytes congelés, en fait on n'a plus que ça comme réserve et du coup on peut plus, en tout cas dans mon cas, ce qui est vraiment pas le cas de tout le monde parce que les chimiothérapies sont différentes, les personnes sont différentes, moi je n'en produis plus naturellement en fait et d'ailleurs il y a des études qui disent que c'est le cas de mutation BRCA1, on est en train de se dire ça joue aussi sur la réserve ovocytaire. Mais oui, il y a eu cette préservation de la fertilité qui maintenant est proposée aux femmes systématiquement, normalement. Sinon, il faut pas hésiter à demander, mais bon, faut y penser. Quand on a un cancer et qu'on va avoir des traitements et qu'on n'a pas encore abouti à un projet de grossesse ou il faut, si on peut faire ses réserves, c'est vraiment mieux. Il y a quelque chose aussi qui m'avait beaucoup interpellé, c'est dans ton slogan, dans les débuts et les fins, tu dis My Boob Story, c'est le podcast optimiste. L'optimisme, est-ce que tu l'as déjà remis en cause ? Est-ce que tu as eu des baisses de motivation ? Tu t'es dit, ok, là j'arrête, ça sert à rien de faire mes podcasts, ou même dans le combat ou quoi, tu as eu des hauts, des bas ? J'ai eu des bas, c'est sûr, non mais évidemment. Après, ce que je dis, c'est que c'est optimiste et pas positif, parce que en fait, si j'avais eu le choix, bien sûr que j'aurais pas vécu cette expérience. Après, ça m'est arrivé, ça m'est tombé dessus, donc autant faire que ce soit le plus utile possible, et pour moi, et
tant qu'à faire pour les autres. Et oui, c'est un parcours qui est difficile, qui est un vrai marathon en fait. C'est vraiment sur le long cours. Après, je pense qu'on a des ressources aussi insoupçonnées en nous, qu'on est tous et toutes capables de faire face. Il y a des choses qui se révèlent. Après, me dire j'en ai marre, j'arrête, non. Mais me dire j'en ai marre de souffrir, oui. J'en ai marre, là, j'ai mal au ventre. Enfin, c'est des états, en fait, qu'on connaît. Et c'est vrai que Damien, pour le coup, il m'avait dit, tu vas voir, c'est pas des effets de ton corps qui sont inconnus, parce que ça reste notre corps et des réactions. On peut pas inventer des réactions. Mais ce qui est difficile, c'est la durée, en fait. C'est que, en fait, toutes les semaines, on a mal au ventre. Toutes les semaines, on a une espèce de gueule de bois, et c'est la répétition qui, à la longue, est très fatigante. Et le corps aussi qui prend et qui, petit à petit, on sent qu'il... Alors moi, c'est marrant parce que vraiment, je sentais que le corps, il prenait un coup. J'allais en chimio, ça se passait bien pendant la perte, ça se passait bien même au retour. Il y a même un jour où j'ai fait un footing en revenant. Et le lendemain, voilà, on commence à être un peu comme quand on va tomber malade d'une grippe. On sent que ça arrive. En fait, on est dans un état entre deux où moi j'avais la flemme. Je disais à Damien, ça le faisait rire, mais je disais j'ai la flemme, j'ai l'impression d'être une ado, quoi. Enfin, c'est vraiment... Et en fait, ouais, on est un peu patraque. C'est vraiment ce truc un peu des frissons bizarres. Et donc, c'est comme si on coulait, quoi. Et après, très vite, le corps, dès qu'il peut, en fait, il remonte. Et dès qu'il peut, il reprend des forces. Et ça, c'est assez remarquable, en fait, à observer. Mais comme il prend de plus en plus de coups, il met de plus en plus de temps à remonter. Et il remonte de moins en moins haut. En fait, j'avais l'impression que ma jauge d'énergie, elle était... voilà, si, admettons, le 10, je suis au top, j'allais jamais au-dessus de 6, en fait. J'arrivais pas, quoi. Voilà. J'ai pas eu envie de... Il n'était pas question d'abandonner parce que j'avais un objectif très précis. Enfin, le calendrier, il était là. Et je savais qu'après, ça irait, en fait. Ok. Et aujourd'hui, là, du coup, ça fait 2 ans? Ça fait 3 ans qu'on m'a diagnostiqué. Ouais. Et ça fait 2 ans et demi que j'ai terminé les traitements. Ok. Donc, ouais, aujourd'hui, plus de traitement. Plus de traitement. Des contrôles encore? Des contrôles, ouais, assez réguliers. Tous les 6 mois, à Curie, par échographie, du coup. On peut plus... Alors, je sais pas si on ne peut pas faire de mammographie avec des prothèses. Je pense que c'est pas très confortable, que l'échographie suffit. Et prise de sang des CA15-3, donc les marqueurs du cancer du sein. Même si pour moi, même quand j'avais mon cancer du sein, c'était pas passé dans mon sang, en fait. Okay. Donc, mais ça permet de contrôler, quoi. Et ça, c'est une question pas à part, mais est-ce que ça soit pharmacien d'hôpital ou même pharmacien en officine, est-ce qu'ils ont été utiles pour toi? S'ils ont déjà répondu à tes attentes? Ça peut être des questions bêtes, mais dans la cosméto, peut-être ils ont pu un jour te conseiller quelle crème à avoir ou quoi. Ouais. Je sais pas s'ils ont été utiles. Clairement, c'est un relais de toute façon. Après, un relais aussi moral, parce que c'est vrai que quand on a sa pharmacie du coin habituelle et que la dame qui s'occupe de la pharmacie a un regard un peu plus attentionné, parce qu'évidemment, quand on voit la liste et qu'on voit Institut Curie, en gros, qu'on voit ma tête jeune, en fait, on se dit bon, ok, pas cool. Et du coup, ça va, vous, voilà. Oui, et d'instaurer un dialogue, en fait. Okay. Je trouve que moi, ça m'a fait du bien d'être considérée autrement que la cliente lambda, on va dire, une attention un petit peu plus particulière. Et c'est vrai que comme moi, j'ai la peau hyper sensible, on m'a conseillé, par exemple, des sparadraps hypoallergéniques qui accrochait presque pas, quoi. Et après, sur des crèmes, je sais plus. Mais en tout cas, c'est un relais, énorme. Puis en plus, c'est des gros sacs et tout. Et puis là vraiment le dialogue. Ouais, le dialogue et le regard de gentillesse. En fait, je sais pas comment dire, mais quand on va chez son pharmacien et qu'il a une attention pour nous, et je sais pas. Enfin. Et ça fait partie intégrante du. Ouais, on est on ressort, on est content. Ouais. Alors que c'est vrai que j'ai été très bien traitée à Curie, vraiment. Mais il y a peut-être un peu plus de temps. On peut passer un peu plus de temps au comptoir du pharmacien, même si j'y allais pas tout le temps, en fait. Souvent, Damien, il y allait pour moi. Mais on lui demandait de mes nouvelles. Donc, et ça, c'est vrai que c'est hyper appréciable pour tout le monde, je pense. Du coup, là, ça fait... On a explosé le temps. J'ai pas envie d'arrêter ce podcast. C'est trop bien.
Non, mais du coup, il faut bien arrêter un jour. Du coup, le cancer du sein, aujourd'hui, c'est le cancer numéro 1 féminin. Ouais. En 2023, on estime la prévalence, donc le nombre de nouveaux cas à plus de 61 000. Je crois, j'avais vu les chiffres il n'y a pas très longtemps. C'est trop. C'est beaucoup trop, mais la mortalité diminue du fait de la prise en charge. Mais comme on l'a souligné au début, il faut prendre en charge à temps, tôt. Donc il y a aussi d'autres moyens que la mammographie et tout. Enfin, je sais qu'il y a l'autopalpation, ouais. C'est un moyen facile. Mais ça, je pense que ça peut être aussi, en tant que pharmacien, un très bon relais auprès des personnes. Donc, il y a une étude de la Ligue contre le cancer qui a été publiée cette année. Il y a moins d'une femme sur 2 qui effectue son dépistage de cancer du sein. Donc, dépistage par mammographie pris en charge tous les 2 ans. Pourquoi ? Parce que, elle considère qu'elle n'a pas de symptômes, alors que c'est l'objectif du dépistage. 2, elle se sent pas concernée par la maladie et ils ont peur en fait, peur du résultat. Il y a aussi le fait de se mettre nu devant un professionnel de santé. C'est des choses qui sont pas évidentes, qui vont toucher à l'intime. Et je pense que le pharmacien peut être là aussi parce que comme il y a une relation de confiance pour glisser ce message. Est-ce que vous avez fait votre mammographie récemment pour des personnes qui ont au-delà de 50 ans parce que le dépistage national c'est à partir de 50 ans. Et entre-temps, il faut un rendez-vous annuel chez le médecin, donc chez le gynécologue ou une sage-femme qui peut suivre des personnes qui ont pas eu forcément de grossesse, et l'autopalpation, donc observer ses seins, les regarder, les palper, les connaître en fait. Moi, c'est ce que je préfère dire pour repérer en fait s'il y avait une anomalie et aller directement et très vite chez le médecin, le plus vite possible. Mais je pense que vous avez aussi un rôle relais pour orienter les gens, les rassurer. Une mammographie, ça fait pas tellement mal. Il y a aussi cette crainte d'avoir mal. Mesdames, on a vécu pire dans les examens. Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, même par rapport à une prise de sang, c'est pas très agréable une prise de sang. Il y a pire. C'est pas très agréable une mammographie. Il y a pire. Je pense que le fait de voir son sein entre 2 plaques de plexiglas, c'est un peu impressionnant. Donc c'est ça en fait qui doit psychologiquement perturber, je pense. Mais il faut le faire parce que ça sauve des vies. Donc 5 minutes d'embêtement contre votre vie sauvée. Je pense que le choix est vite fait. C'est ça. Donc, mesdames, si vous n'avez pas pris rendez-vous en écoutant ce podcast, je compte sur vous et vous m'envoyez un message pour me dire c'est bon, j'ai pris rendez-vous. Et pareil, du coup, nous étudiants en pharmacie et pharmaciens, c'est de notre rôle, de notre ressort, de faire le relais de prévention. Ouais. Ça peut sauver beaucoup de vies. Ouais. C'était hyper sympa. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Franchement, j'aurais aimé faire ce podcast pendant 1 heure, mais est-ce que tu as un dernier mot, peut-être ? Un dernier mot, je pense que c'est une phrase que j'aime bien dire, c'est que ça peut aussi bien se passer. C'est vrai que c'est quand on a un cancer, que ce soit un cancer du sein ou une maladie chronique ou une maladie quelconque, c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Après, essayez de ne pas arrêter ces projets, de ne pas arrêter ce qui vous fait vibrer et ce qui vous fait vivre. Moi je me suis très bizarrement épanouie en fait pendant ce cancer en faisant ce podcast, en faisant une formation de journalisme. Si vous avez envie de rien faire, il y a pas de problème. Enfin, je veux dire, c'est pas une obligation. On n'est pas obligé de faire quelque chose de son cancer. Mais en tout cas, si vous avez des projets et qui sont réalisables pendant ce temps-là, faites-le parce que voilà, ça aide aussi. Et c'est Damien qui disait ça. Il disait que lui, c'était le cinéma, donc il s'est accroché à ça. Et il dit que quand on s'accroche à ça, à ses rêves, à ses projets, en fait, la maladie, elle est à la traîne. Donc, ça peut aussi se passer comme ça. En tout cas, voilà, ayez confiance et prenez soin de vous surtout. Merci beaucoup. Du coup, j'espère qu'à travers ce podcast, on a pu libérer la parole, conseiller, un peu débunker ce schéma thérapeutique quand même parce que c'est lourd. C'est très lourd. C'est très lourd. Voilà, merci beaucoup Sophie. À bientôt sur My Love Story Podcast. À bientôt, oui, allez le voir, allez l'écouter. C'est des petits épisodes de 3 à 5 minutes. C'est ça. Et c'est un format hyper naturel, on a envie d'écouter, donc c'est un peu le but de ce podcast aussi, c'est une discussion chill, que ce soit facile, voilà, c'est ça, voilà. pour un peu pas briser le anxiogène, tabou, en tout cas. exactement. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le podcast si ce format vous a plu, si le sujet vous a plu, si vous avez des questions, on sera ouvert et on vous fait tous des bisous. Ouais, plein de bisous. Voilà, merci beaucoup.